temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue à toutes et à tous dans Temps d'avance. Aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel à plusieurs titres. D'abord, parce que nous avons le privilège de recevoir non pas une, mais deux personnalités de premier plan pour une discussion que je sais déjà fructueuse. Ensuite, parce que cet épisode marque la fin de la première saison de votre podcast Temps d'avance. Pour ce grand final, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux personnalités au parcours complémentaire et fascinant qui viennent nous éclairer sur l'avenir de notre pays. Tout d'abord, Frédéric Salabarou, haut fonctionnaire de carrière, énarque, vous avez occupé des fonctions de premier plan, notamment celle de secrétaire général de la présidence de la République sous Jacques Chirac. Aujourd'hui, avocat d'affaires, vous combinez une connaissance intime des rouages de l'État avec une expertise du monde économique, vous conférant une perspective unique sur les défis de la gouvernance et de l'action publique. Éric Hazan, ancien associé senior chez McKinsey et compagnie, vous avez conseillé de nombreuses entreprises et gouvernements sur leur stratégie de transformation. Votre expertise pointue en matière de mutation économique, technologique et sociétale, notamment dans le numérique, vous confère une perspective unique sur les défis et les opportunités de notre époque. Messieurs, nous vous remercions d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités surtout. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors, votre dernier ouvrage, Révolution par les territoires, une réponse française aux défis du monde, est, à mon sens, bien plus qu'un livre. Je l'ai lu d'une traite, et je dois dire que c'est une véritable révélation. Car, au-delà d'un constat d'une rare efficacité, votre point de départ est une critique forte de l'économisme, cette vision du monde qui subordonne toutes les sphères de l'existence aux logiques économiques. Vous ne vous contentez pas de dresser un tableau critique, bien au contraire, votre force réside dans la proposition de solutions concrètes et actionnables, transformant ainsi votre plaidoyer en une feuille de route véritablement opérationnelle. Durant les 45 prochaines minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, nous allons explorer ensemble trois axes majeurs de votre pensée. D'abord, votre diagnostic sans concession sur la crise du modèle actuel. Ensuite, votre vision concrète d'une révolution par les territoires et d'une nouvelle gouvernance. Et enfin, les implications de vos propositions pour l'Europe, le travail et l'égalité des chances. Alors, pour être très transparent et très concret, j'ai particulièrement apprécié la franchise avec laquelle vous écrivez à la fin de votre livre « Jamais nous n'avions pensé nous poser la question du déclin de la France ». Frédéric Salabarou, fort de votre expérience au cœur du réacteur étatique, notamment à l'Élysée, d'où vient ce sentiment profond de déclin et comment votre critique de l'économisme, j'ai lu un chiffre dans votre livre, 44% de l'augmentation planétaire de richesse va aux 5% les plus riches, et cette dépendance à la consommation sans sens, comment cela, cette critique de l'économisme, est-elle devenue le point de départ de votre réflexion ? D'abord, par des chemins différents, on est lié par un même patriotisme. D'où d'ailleurs à l'envers la question qui est de se dire qu'on ne peut pas accepter une situation dans laquelle on passe d'un déclin, même qui peut aller jusqu'à une logique de tiers-mondisation dont on parle aussi dans le livre. Au départ, on n'était pas du tout parti pour arriver à ce livre-là. C'est intéressant d'ailleurs peut-être de voir le parcours. Ce qui nous intéressait, c'était de regarder comment à partir des nouvelles technologies, on peut travailler dans les territoires, y mieux vivre, et puis sortir de ce cloisonnement entre les grandes villes, les agglomérations et ce qu'on appelle les terroirs en France. Et de proche en proche, on a dû remonter et tirer les fils, et très vite autour de cette question de savoir pourquoi nos sociétés sont en crise profonde, le rapport au travail, le rapport à la vie urbaine, toutes ces questions qui en réalité sont une des parties de la crise des sociétés occidentales et de la société française. On a voulu essayer de comprendre pourquoi on est arrivé à une telle crise. Et puis, dans nos brainstorming tous les dimanches pendant des mois et des mois, il a paru assez évident que ça partait des années 80 et du choix où tous les pays basculent, que ce soit la France de François Mitterrand, les États-Unis de Ronald Reagan, évidemment l'Angleterre de Mme Thatcher, mais aussi la Chine de Deng Xiaoping, dans l'idée que la solution aux crises que chacun traversait était dans plus de marché et que toute solution était dans le marché, avec des mouvements dont on n'a pas pris
la mesure. Et moi, dans les années 2000, vous le disiez, j'étais à l'Élysée. Il y a des choses qu'on a vues, mais on n'a pas vu des séquences qui sont des séquences très compliquées et très douloureuses pour le monde occidental. Le choix de la globalisation, donc du marché, le choix des délocalisations qui entraînent la désindustrialisation et qui créent un choc dans les classes moyennes industrielles partout en Occident, aux États-Unis, chez nous également, et puis ce qu'on appelle l'entrée en martyre des classes moyennes, qui sont la colonne vertébrale de nos sociétés. Et c'est intéressant de voir à travers l'éclairage du Trumpisme cet impact. Trump, à la fois parle aux classes moyennes industrielles qui ont subi la crise de plein fouet, celles qui ont perdu leur emploi, ont basculé dans les grandes difficultés, la crise sociale, l'alcoolisme, ce qui fait qu'aujourd'hui l'espérance de vie aux États-Unis dans ces régions qui étaient à l'époque la région des seniors industriels est aujourd'hui à baisser par rapport à quelques années. Ça, c'est un indicateur qui est très fort. Donc, il parle à eux, et c'est comme ça qu'il a fait sa jonction avec le peuple américain, le peuple en tout cas MAGA. Et puis la deuxième chose, il est le porteur extrême de l'économisme, puisque pour lui, tout n'est pas seulement marché, mais tout est business. Et donc, il se sert à la fois comme levier de cette grande crise, et il est la forme extrême et avancée. Donc on est dans un moment très intéressant de focalisation de ça, avec des conséquences qu'on n'a pas vues venir. La crise sociale, la désindustrialisation et la crise du modèle occidental de ce côté-là. L'idée folle qui a été la nôtre de considérer que nécessairement l'Occident dominerait toujours dans l'innovation et que ce n'était pas grave de délocaliser, de transférer les productions. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, quand on raisonne au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, la Chine et l'Inde sont devant nous. Ils ratent la révolution industrielle. Donc nous, il faut qu'on ait beaucoup de modestie, et c'est la situation d'aujourd'hui. Et puis toutes les problématiques de l'intérieur, c'est-à-dire ces attaques de l'intérieur avec le wokisme, qui fait qu'on pose ce diagnostic de crise assez profonde du modèle occidental, et je vais passer la parole sur ce point à Eric, auquel s'ajoute un problème européen, c'est-à-dire que les États-Unis ont la même crise que nous, mais eux, ils ne ratent pas la première évolution technologique. Et nous, on la rate. Début des années 2000, on a à peu près le même PIB que les États-Unis, 25-26. Aujourd'hui, eux sont plutôt vers 27, et nous, on a dégringolé à 17. La Chine, qui est inexistante au début des années 2000, nous a rattrapés. Donc, s'ajoute à la crise globale cette crise du fait d'avoir raté la première évolution de la tech. Au départ, un livre qui était, si j'ai bien compris, beaucoup plus simple, l'impact du numérique pour le renouvellement des territoires. Il y avait cette idée-là, et on arrive finalement à un livre beaucoup plus nuancé, beaucoup plus chiadé, sur lequel vous avez intégré l'impact, un modèle occidental qui est complètement remis en question, des crises multiformes et des réponses apportées. Eric Hazan, dans la continuité de cette critique, comment votre parcours chez McKinsey vous a-t-il permis d'observer les limites de cet économisme dans les dynamiques du monde des affaires et de la technologie ? En fait, ce qu'a dit Frédéric est très fort parce que il parlait de patriotisme tout à l'heure, mais il y a aussi quelque chose qui nous a réunis, c'est finalement la volonté de ne pas nous résigner. De ne pas nous résigner, par exemple, au décrochage économique et technologique de l'Europe. C'est pas complètement anodin, quand on lit les chiffres, de savoir que dans tous les secteurs, la capitalisation boursière des grandes entreprises européennes est fortement inférieure, tous les secteurs, fortement inférieure à leurs concurrents américains. Et ça, quand on creuse là-dessus, c'est parce que ça fait 12 ans qu'on investit dans les boîtes, dans les sociétés de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2 fois moins en technologie qu'aux États-Unis. Et en R&D aussi. Donc on va assez loin dans quelque chose qu'on a analysé, Frédéric et moi, et qu'on a appelé la tiers-mondisation technologique de la France et de l'Europe. D'ailleurs, ça se traduit très concrètement, parce que c'est le Conseil d'analyse économique qui pointe en France un retard de productivité, un rapport de 1 à 4 entre la productivité française et la productivité américaine. Vous savez que la productivité, c'est la croissance économique. Donc, on est dans cette bulle de près
tiers-mondisation technologique. Et ça se concrétise parce que comme on ne crée pas de croissance et qu'on a finalement fait de la mondialisation sans conscience, un peu ce que décrivait Frédéric tout à l'heure, de la mondialisation sans conscience depuis les années 80, on n'est pas contre le fait que la mondialisation a sorti de la pauvreté tout un tas de pays dans le sud global, comme on dit. Et c'est plutôt positif. Mais néanmoins, on l'a fait globalement, on l'a fait collectivement, je dirais les économies développées, sans penser qu'il fallait également accompagner ce mouvement près de chez nous. Et c'est là qu'on se retrouve face finalement à pas de croissance et à une classe moyenne qui se paupérise. Alors, elle maigrit en poids dans tous les pays développés. En France, elle est relativement stable, mais c'est parce que on ne fait pas souvent l'analyse de la séparer en deux. Il y a une partie de la classe moyenne, qui est la classe moyenne qui gagne le moins d'argent dans les deux parties, qui en fait se précarise et qui se rapproche des classes qui sont loin d'être aisées, des classes populaires. Qu'est-ce qui se passe dans ces classes moyennes-là ? Ce sont des gens qui gagnent peut-être des couples qui gagnent entre 3 000 et 4 000 euros, 3 000 et 4 500 euros, et qui vivent dans les banlieues des villes moyennes françaises, par exemple, qui vivent à 60 km de Laval, à 60 km de Clermont-Ferrand, qui mettent 1 heure pour aller en voiture travailler le matin. Ça vous dit quelque chose par rapport à la crise qu'on a eue dans les années 2019 à peu près, et qui ont du mal à se payer le mètre carré du centre-ville de Laval ou de Clermont-Ferrand, donc ils se mettent loin. Et quand il faut élever 3 enfants avec un salaire qui leur fait dire qu'ils ne sont pas pauvres, et il y a beaucoup d'études là-dessus, il y en a une de l'Institut Montaigne qui est très claire, et qui dit ces gens-là partent 1 an sur 2 en vacances, pour un tiers d'entre eux, ils vont jamais au restaurant, pour un tiers d'entre eux, ils n'achètent jamais de marque, et pour un tiers d'entre eux, ils ne finissent pas le mois. Et alors, ils sont moins aidés que les classes populaires, mais ils travaillent. Ils travaillent très dur, et ils ont l'impression de ne pas y arriver. Ils ont l'impression que leur travail ne paie pas. Et c'est ça qui nourrit, d'abord, c'est ça qui nous a beaucoup touchés, cette souffrance, que Frédéric parlait d'entrer en martyr, mais il y a vraiment quelque chose du domaine de la souffrance. Et le fait que cette souffrance, dans tous les pays développés, mais en particulier et aussi en France, amène à finalement une forme de potentielle rébellion et probablement un vote extrêmement Alors justement, dans votre livre, il est question, au-delà de la dimension technologique, vous parlez d'aménagement du territoire, vous parlez de cohésion sociale, vous parlez de vivre ensemble, de faire ensemble aussi, et vous dénoncez l'uniformisation urbaine et, j'ai lu, la croissance appauvrissante du numérique, en soulignant cette polarisation des groupes et le fait qu'en France, les 2 tiers de la croissance se concentrent sur seulement 7 métropoles. Comment cette concentration et cette uniformisation ont-elles affaibli nos liens sociaux et notre identité ? Vous savez, il y a un sociologue qui s'appelle Marc Auger qui parle des territoires en disant que ce sont des lieux de passage. C'est-à-dire que, vous voyez, cette image est assez prenante. C'est-à-dire qu'on s'imagine voir passer sur une nationale des semi-remorques et on imagine aussi ce que disait un petit peu Simone Veil, qu'on cite aussi dans le livre. Elle parlait d'enracinement et elle disait que finalement un mauvais usage du capitalisme pulvérise les racines des classes populaires. Et il y a quelque chose autour de ça qui nous a touchés, c'est que dans certains territoires, la culture, l'enracinement qui est nécessaire, il ne s'agit pas de s'enraciner seulement où on est né, mais il s'agit de pour chacun d'entre nous, pour avoir ce qu'on dirait simplement une bonne vie, il faut qu'on soit enraciné, il faut qu'on ait des lieux sociaux, il faut qu'on ait une vie à peu près acceptable là où nous vivons. Et ça, finalement, les inégalités d'accès dont on parlait tout à l'heure, on rappelle que les gens dans ces territoires n'ont pas la sensation d'avoir un avenir incroyable, on en parlera tout à l'heure, mais leurs enfants non plus. C'est-à-dire que, en fait, leurs enfants sont les invisibles de la République, ils s'empêchent de faire les études qu'ils pourraient faire. Donc, il y a quelque chose autour de ça d'assez puissant. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Oui. Non, mais d'abord, la classe moyenne, c'est ce qui fait la nation, c'est ce qui lui permet de tenir debout, et tout notre système occidental, et surtout après-guerre, est fondé sur l'importance de la classe moyenne. Et il y avait une très belle phrase d'Obama qui disait aux élites « Ne croyez pas que vous avez réussi par vous-même ».
Et donc, aucun de ceux qui pensent avoir réussi ou qui vit relativement confortablement dans la société française ne peut considérer qu'elle ne le doit pas à la classe moyenne. Donc on est sur quelque chose d'essentiel, c'est ce qu'on appelle une colonne vertébrale dans un organisme vivant. La difficulté qu'on a par rapport à la technologie, c'est que, moi je dis toujours à mes enfants, faire une erreur c'est pas très grave, la refaire c'est un crime. Et donc il y a une deuxième vague qui arrive, qui est celle de l'intelligence artificielle, qui risque d'automatiser énormément d'emplois de services, c'est-à-dire l'autre pan de la classe moyenne. Et si aujourd'hui on ne voit dans l'intelligence artificielle qu'un facteur de mutation, un facteur de croissance, un facteur d'enrichissement, et qu'on laisse les effets de destruction d'emplois sans faire de la priorité à la formation dans les emplois de service et à la formation à l'IA, quelque chose qui permette une adaptation accélérée, on risque d'avoir des dommages qui vont être des dommages irréparables et de même nature que ce qu'on a connu dans l'industrie. Donc là, il ne faut pas se tromper, dans la multitude des défis auxquels on est confronté, celui-là est un défi central. On a un double défi, vous parliez du rapport Draghi, on en parlera tout à l'heure, c'est ne pas rater ce virage, parce que sinon il n'est pas question de vouloir garder un modèle social français et conserver même le modèle européen. Mais la deuxième chose, il faut que ça soit un virage partagé. Si on ne le partage pas, à partir de ce moment-là, c'est la paupérisation donc de l'autre pan de la classe moyenne, mais c'est la paupérisation de tout le monde, puisque sans classe moyenne, pas de nation. Alors donc il y a tout un enjeu, j'allais dire, de cohésion nationale. Hein. Et justement, dans le livre que vous avez écrit ensemble, on met en avant véritablement un renouveau des territoires et une nouvelle gouvernance. Il y a d'ailleurs ces 4 chevaux de baignure, vous parlez de 4 niveaux de gouvernance différents, et vous affirmez, Frédéric Salabarou, que le marché et l'État sont renvoyés dos à dos, et vous prenez une connectivité territorialisée. Moi, je suis géographe de formation et j'ai été très touché de voir citer Paul Vidal de la Blache. La référence. Ouais, c'est la référence qui parlait déjà en 1910 de la mondialisation, des enjeux de mondialisation, d'apprivoiser la modernité. Alors, comment les territoires deviennent-ils aujourd'hui la réponse au déracinement? Vous avez parlé dans votre livre des lois de 1982, de 1986, de l'intuition de De Gaulle en 1969 sur le projet local. Comment donc il y a une réponse qui est apportée par les territoires à ce déracinement? Deuxième ressaut par rapport au projet de départ. Une fois qu'on s'est interrogé sur la crise, on s'interroge évidemment sur le fait d'y répondre. Et là, on tombe sur la crise de la gouvernance en France et des différents échelons de gouvernance, avec le constat que fait à peu près chacun, c'est-à-dire une paralysie des pouvoirs publics et des 4 échelons, pour essayer d'être schématique, des pouvoirs publics, l'échelon territorial, l'échelon gouvernemental et du Parlement, l'échelon présidentiel, et puis le 4e, l'échelon européen. Donc cette paralysie, elle part d'un constat qu'on fait tous, c'est-à-dire que les échelons dont on parle ne font pas ce qu'on attend d'eux et font ce que font les autres, et donc ça conduit à une thrombose qui est liée à cette double pyramide, la pyramide institutionnelle française où tout remonte et tous les regards et toutes les questions remontent à l'échelon présidentiel. Or ça, dans un monde complexe, c'est impossible. Et puis, au niveau communautaire, même type de pyramide dans cette production sans fin de normes, alors que l'Europe a vocation à faire autre chose. Donc à partir de ce moment-là, on y reviendra. À partir de ce moment-là, comment on remet les choses en ordre? Donc c'est l'image des 4 chevaux de Banure, quand Banure arrive chez ce chef bédouin qui lui dit « Je ne comprends pas, je perds toujours dans les jeux du cirque alors que j'ai les meilleurs chevaux. C'est quoi le problème ?» Et il lui dit « Le problème, ce n'est pas tes chevaux, c'est qu'ils sont mal positionnés. On ne fait pas jouer chacun de leurs atouts. » Et donc à partir du moment où il les replace, alors il se met lui aussi en conducteur de char, donc ça rajoute, c'est pas neutre. À ce moment-là, il peut aller à la victoire. Et quand on regarde les choses, il faut accepter de perdre en apparence du pouvoir pour gagner en effectivité de pouvoir.
Le gouvernement, le Parlement, qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend une action qui soit efficace en matière de sécurité, en matière de régalienne, des migrations, mais également en matière budgétaire. Aujourd'hui, le Premier ministre parle d'Himalaya, il n'a pas tort, s'il est d'ailleurs maintenant devant lui. Et puis, il y a aussi la qualité de la norme. Aujourd'hui, les entreprises souffrent d'un niveau de prélèvement très important, mais ils souffrent presque autant de la complexité des normes. Donc ça suffit à occuper l'action gouvernementale si elle est faite efficacement. Ce n'est pas la peine d'aller s'occuper des questions, on y reviendra, sur le local. Le président de la République, et on voit bien après la dissolution qu'il n'y a pas nécessairement de symbiose entre les deux, qu'on peut se séparer pour une part, même s'il peut appeler les sujets. Ce qu'on attend de lui, c'est évidemment de poser les questions de souveraineté, de maintenir le lien sur les sujets essentiels, mais c'est les questions internationales, c'est les questions européennes. On voit bien à quel point ça conditionne notre vie quotidienne. Quand la guerre éclate en Ukraine, les prix flambent dans les supermarchés. Donc ça, c'est des questions essentielles. Et la deuxième chose qu'on attend de lui, c'est la préparation de l'avenir. On a parlé de l'intelligence artificielle, il est dans son rôle quand il fait le sommet de l'IA. Donc une fonction anticipatrice et même de prospective, j'allais dire. Oui, mais c'était celle du général de Gaulle. Il ne se mêlait pas au jour le jour de ce que pouvaient faire les ministres, etc. Il pouvait attraire un sujet qu'il considérait comme essentiel, mais il s'occupait des questions qui étaient des questions internationales de souveraineté et de la préparation de l'avenir. On lui doit le nucléaire, on lui doit les choix de la réindustrialisation, on lui doit ce qui fait aujourd'hui qu'on a un pays qui tient encore debout de ce point-là. Parce qu'il avait cette conception. Et quant à l'Europe, elle n'est pas là pour produire de la norme sur tout, sur les pesticides, sur de la vie quotidienne. L'Europe, elle est faite pour relever le défi de la puissance des États-Unis et de la Chine. Ça, c'est sa mission. L'Europe a atteint une taille critique aujourd'hui qui permet de rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Oui, c'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'elle l'avait et qu'elle est en train de la perdre. Et donc, le rapport Draghi a raison, ce virage-là, il faut le prendre, et c'est le virage de la puissance, et c'est le virage de l'investissement massif dans la tech. Mais pour y arriver, il y a quelque chose qui est au milieu, c'est les services publics du quotidien. L'éducation, le social, la santé, ce qui fait que des familles sont en permanence en confrontation au contact des services publics. Et nous, notre thèse, c'est de dire, c'est au territoire de l'assumer, et c'est au territoire, aujourd'hui, ils ont la maturité pour le faire efficacement, et donc dans le positionnement, il faut qu'on arrête ces logiques de millefeuille, où au fond tout le monde fait tout, et tout finit par remonter au président de la République. Il faut accepter que ces services publics, éducation nationale comprise, soient gérés au niveau des territoires, avec quelque chose qui exige un choix politique important, c'est-à-dire un rapprochement des régions et des départements autour du conseiller territorial, c'est-à-dire que les élus au niveau des cantons, du premier niveau de démocratie, soient aussi ceux qui élisent, qui soient aussi membres du conseil régional et élisent le président du conseil régional. Et à partir de ce moment-là, sur cette base démocratique, on peut faire des transferts massifs de compétences. Donc, c'est un manifeste. Donc, il y a quelque chose de schématique, mais ça aide à réfléchir, et en tout cas à poser un débat, ce qu'on souhaitait. Et donc, les territoires sont capables de le faire et doivent le faire. Et à partir de ce moment-là, on peut libérer de l'espace pour que les autres niveaux puissent fonctionner. Donc, ce n'est pas seulement une vision qui est focalisée sur l'hyper-décentralisation, mais c'est quelque chose qui répond à la question comment on peut avoir des pouvoirs publics qui fonctionnent mieux. Et ça, c'est la question de la mécanique. Ensuite, si ça fonctionne mieux, ça ne suffit pas. C'est quel projet, et ça on y reviendra peut-être en troisième partie. On a bien compris l'idée de la visibilité, de l'efficacité de l'action publique qui est portée par le territoire, qui doit être portée par le territoire. Maintenant, j'ai une question que je n'avais pas du tout prévue et que je pose en vous écoutant. Vous l'avez appelée révolution, c'est presque une nouvelle révolution, j'allais dire,
française. On sait que la Révolution française, c'est la consécration de la centralisation du pouvoir. C'est même une perception des territoires comme étant une remise en question de cette révolution. Vous auriez pu l'appeler, ce livre, Contre-Révolution française ? En fait, moi qui vous posais la question tout à l'heure de ce que m'a apporté mon précédent métier dans cette analyse, à chaque moment de la vie d'une organisation, et donc à chaque moment de la vie d'un pays, il y a une organisation nécessaire et potentiellement différente. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que dans le contexte actuel où finalement la France et l'Europe se retrouvent assez challengées et au risque de perdre une forme c'est même pas une forme de prééminence, mais c'est juste au risque de perdre leur position. Elle s'est déjà d'ailleurs bien avancée. On dit aujourd'hui, il est urgent de redéployer la puissance sur l'ensemble du territoire national, de recréer de la cohésion nationale. Vous en parliez, d'ailleurs on n'est pas les seuls à le penser, on parlait de De Gaulle, mais là il y a une espèce de consensus sur tout l'échiquier politique dans les années 60. Michel Rocard, Pierre Mendès France, De Gaulle, pas loin Olivier Guichard avec la création de la DATAR. Donc tout ça, ça va dans le même sens et ça nous amène aujourd'hui à dire, mais en fait tout ça n'a pas été fait au niveau où ça devait être fait. Et donc c'est pas l'idée d'une contre-révolution, l'idée c'est d'adapter, je crois que Frédéric le disait très bien, d'adapter le fonctionnement du pays à un fonctionnement qui va avec le moment du monde et de la France dans lequel on est. C'est-à-dire redonner aux gens le pouvoir et la possibilité d'agir au niveau local, régler un certain nombre de problèmes en proximité, parce que c'est là qu'ils se règlent. Quand il y a un prof qui manque dans un collège, on n'est peut-être pas obligé de remonter au ministère de l'Éducation nationale pour le remplacer. Ça peut peut-être se régler localement. Et donc, il y a ce côté-là. Et puis, redonner aussi un surcroît d'implication du citoyen dans la décision locale, avec tout ce qu'on a amené comme réflexion, un peu copié sur les territorialistes italiens et les hyperlocalistes américains, avec le projet local et la volonté de faire un projet, de créer des projets un peu holistiques, c'est-à-dire rassemblant les problématiques économiques, culturelles, environnementales, sociales, etc., au niveau local pour que ça vienne nourrir la réflexion et la planification régionale et nationale. Mais peut-être juste un mot, parce que c'est tout sauf un projet de contre-révolution. Oui. Derrière les logiques de régionalisation, etc., il y a effectivement une histoire, qui est une histoire qui effectivement peut avoir une dimension contre-révolutionnaire. La centralisation, ça démarre bien avant la Révolution, puisque c'est Tocqueville. Oui, j'ai pas de consécration. C'est en fait la monarchie et c'est l'absolutisme qui démarre ça. Et les Français ont d'ailleurs une difficulté par rapport au fait de répartir de cette façon-là, puisqu'il y a toujours l'idée que ça serait inégalitaire, que ça diviserait la République. Donc c'est tout le débat, effectivement, jacobinisme, girondisme de l'époque. Mais voilà, aujourd'hui, comme De Gaulle le disait en 69, on n'a plus besoin du corset de la centralisation pour rester un pays unifié. Et donc ça, aujourd'hui, c'est tout l'enjeu, mais il y a des garde-fous. Il ne faut pas que ça conduise à des inégalités face aux services publics, d'où les questions très complexes techniquement de péréquation, d'adéquation des différents services, de financement. C'est pour ça que ce manifeste, il a vocation, et nous on l'espère, à se traduire, pour reprendre des termes révolutionnaires, dans une convention pour la République des territoires, où on puisse travailler concrètement à ces sujets très compliqués, parce qu'une fois qu'on a dit il faut que chaque niveau de collectivité ait ses impôts et puis la maîtrise de ses propres taux, une fois qu'on a dit que les agences régionales de santé doivent être au niveau de la région, tout ça derrière, ou une fois qu'on a dit que le pouvoir réglementaire de droit commun doit être dans les collectivités territoriales et plus au niveau national, c'est d'une complexité extrême. Donc il y a la logique du manifeste, ça ouvre le débat. Ensuite, si on avance, il faut travailler de manière extrêmement sérieuse sur ces questions. Vous dites si on avance, et c'est vrai que votre livre, c'est un constat, un programme, des propositions, mais on n'a pas échangé sur comment on y arrive, en fait. Sauf erreur, ça n'apparaît pas dans le livre. Comment on arrive là-dessus ? Vous parlez d'une convention autour des territoires. Ce serait votre méthode aujourd'hui pour arriver à pousser cette... C'est un manifeste. Donc,
poser un débat et dire, voilà, on pourrait évoluer de cette manière-là. Oui, concrètement, nous, notre proposition, et puis ça va être relayé probablement par des élus dans les mois qui viennent, c'est de dire, il faut qu'on puisse réunir les élus, les corps institutionnels de l'État qui ont les compétences, le Conseil d'État, la Cour des comptes, les différents partenaires, notamment les partenaires sociaux, pour réfléchir à ce nouvel équilibre dans lequel les territoires prendraient en charge les services publics. Mais ça exige un travail en commun. Aujourd'hui, on voit bien que dans les 18 mois qui viennent, qui nous séparent de la présidentielle, il y a une priorité centrale, c'est le budget. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'arrivera pas à faire. En revanche, ce qu'on peut faire, et il faut en profiter, c'est travailler sur ces sujets de fond. Il ne pourrait pas y avoir une présidentielle qui parte de l'idée qu'il faut faire une révolution par les territoires, qui ne serait pas préparée par un travail de fond. Parce qu'il y a des mois de travail. Prenons l'exemple de la norme. Aujourd'hui, les lois sont de plus en plus longues, de plus en plus importantes, et en réalité rentrent de plus en plus dans le détail. Vous donnez l'exemple, je ne me permets de vous couper, l'exemple de la loi de 1905, qui est un modèle de loi. Voilà, qui est efficace et qui n'a pas bougé depuis plus d'un siècle. Et tout est dit. On comprend les principes, on comprend les modalités. On dit parfois il faudrait sanctionner ceux qui, par exemple, obligent les uns à adopter une religion, empêchent les autres de vivre leur religion. Mais la pénalisation, elle est dans la loi de 1905. Il n'y a pas besoin, par exemple, de réécrire ces textes-là. Donc elle est à la fois très simple, très claire, on la lit, on a compris, et très complète. Donc aujourd'hui, si on prend l'exemple des lois telles que c'est, si on dit il faut que les lois posent un certain nombre de principes qui sont des principes sur tout le territoire, mais qu'on laisse les territoires adapter à leur réalité par le pouvoir réglementaire. Par exemple, tout ce qui est artificialisation des sols, c'est pas la même chose en Île-de-France que dans le Massif central ou en Corse, qu'on laisse les territoires l'adapter, mais ça veut dire qu'il faut complètement réécrire et complètement changer la façon de voter la loi. Et pour ça, c'est un travail très considérable qui ne peut se faire que selon la vision des élus, mais avec la technique de spécialistes comme le Conseil d'État. Donc quelque part, un peu comme il y avait des travaux de constituants, c'est-à-dire des mois de travail, ou comme ce qui s'était passé aussi au sortir de la Révolution pour l'élaboration du Code civil, il faut le temps d'y travailler pour fonder ces changements profonds dont on fixe la philosophie. C'est pas un programme, c'est un manifeste, le livre. Éric Adam, je reviens juste sur l'idée de connectivité territorialisée. Comment la technologie et le numérique aujourd'hui peuvent-ils concrètement renforcer les liens locaux et l'innovation dans les territoires au lieu de les diluer? C'est une crainte qui est souvent exprimée. En fait, vous savez, on a un des éléments qui nous a réunis autour de ce livre, c'est le développement du travail hybride. Parce qu'on a eu cette idée finalement au cœur du Covid. Le travail hybride, c'est à la fois un travail qui est présentiel et distanciel. C'est ça, un mix de remote et présentiel ou de travail à distance. Enfin, voilà. Mais je vous rappelle qu'avant le Covid, le travail à distance c'était 5% des heures travaillées, aujourd'hui c'est 30%. Alors on entend beaucoup de gens qui disent on va faire revenir les gens au bureau, etc. Mais en fait, quand on voit les grandes entreprises américaines qui font revenir les gens au bureau, elles passent de complètement distanciel à une partie de travail hybride, justement, où ils sont 2 jours par semaine au bureau ou 3 jours par semaine au bureau. Et bien souvent, ils ont du mal, parce que, y compris en France, parce que les gens se sont habitués à quelque chose. À quoi se sont-ils habitués? Ils se sont habitués à, finalement, vivre à un autre endroit que le moment où ils vont travailler en présentiel, que l'endroit où ils vont travailler en présentiel. Et donc ce mouvement-là, qui n'est pas un mouvement qui est majoritaire, c'est un mouvement qui est minoritaire. Puisqu'aujourd'hui, donc encore une fois, on est à 30% des heures travaillées qui sont à distance. Eh bien, ce mouvement-là permet une forme de revitalisation du territoire. Et ça, c'est un tout petit exemple de ce que permet la technologie. On n'est pas des militants du travail hybride, on dit juste que factuellement, ça a permis à un certain nombre de gens et à un certain nombre de territoires de bouger. Ensuite, il y a quoi? Ensuite, on parle beaucoup d'intelligence artificielle à juste raison, parce que ça va changer la façon dont on travaille, et puis ça va automatiser un certain nombre de tâches.
Mais globalement, quand vous lisez un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est sur l'IA et les territoires, il y a pas mal de choses intéressantes à faire sur finalement le développement d'une économie plus distribuée, parce que l'intelligence artificielle va le permettre, simplement parce qu'elle va automatiser tout un tas de tâches qui sont pénibles. Donc la technologie permet ça, mais aussi, quand on zoome encore sur la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, on peut mettre des data centers un peu partout sur le territoire. Si on se dit que c'est un des facteurs importants de développement économique, on doit faire en sorte qu'elle soit distribuée sur l'ensemble du territoire national. Donc voilà, ce sont des exemples pour dire il y a des choses à faire, mais globalement ce qui se passe, c'est qu'on parlait de lieux de passage tout à l'heure, il y a eu dans le mouvement d'urbanisation et puis dans le fait que, on se l'a dit, il y a une forte concentration de la croissance passée, mais aussi de la croissance future, encore plus, dans un petit nombre de zones géographiques en France, mais aussi dans toute l'Europe. Eh bien, l'idée, c'est de se dire que ce qu'un sociologue américain a appelé la classe créative, c'est-à-dire les gens qui sont aujourd'hui au cœur de cette économie mondialisée, il faut qu'ils se répartissent globalement de manière plus large sur l'ensemble du territoire pour que l'activité économique se répartisse. Frédéric Salabarou, dans le livre, vous faites de la justice entre les territoires et de la responsabilité financière les deux piliers d'une cohésion nationale durable. Sachant qu'en Europe, 48 métropoles réaliseront la moitié du PIB d'ici 2030, comment articuler concrètement cette justice pour éviter de nouvelles disparités ? D'abord, il y a la question de la richesse. Les territoires sont une richesse nationale exceptionnelle. D'ailleurs, le mot terroir est plus juste. En France, d'autres pays ont des territoires, nous on a des terroirs. On a la chance d'avoir ce magnifique terme qui... Oui, mais c'est une réalité. Par exemple, dans énormément de départements de France, vous faites 3 km, vous roulez 10 minutes en voiture, vous passez d'un monde à un autre. On prends l'exemple dans le livre, il y a 30 km entre Brive et Tulle, tout les sépare. On a l'impression de passer d'un monde à l'autre. Ça, c'est la richesse de la France. Cette richesse, il ne faut pas la perdre, c'est comme une famille, il ne faut pas perdre son patrimoine, il ne faut pas dilapider son patrimoine. Il est en risque, parce que l'activité a déjà quitté une partie des territoires, parce que il y a des personnes plus âgées qui y vivent, et que quand vous discutez avec des responsables des services départementaux, ils vous disent nous, c'est même pas une question de financement, on n'a pas les aidants. Et donc, plus la population va vieillir, plus elle pourra pas rester à domicile. Et comme on n'a pas de solution, les familles n'auront aucune solution, c'est ramener ces personnes dans les grandes agglomérations. Donc, on est par ailleurs en risque. Donc, il y a l'autre façon de dire les choses, c'est ce que dit Eric, c'est-à-dire qu'il faut profiter de cette richesse et de ce potentiel. Il faut partir du principe que les gens vivent mal dans les agglomérations. Quand on vit aux très grandes périphéries, qu'il faut 3 heures de transport en commun, par exemple pour les infirmières qui vont travailler dans les hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, tout ça c'est très dur et compliqué. Et donc il y a la possibilité, je vais y revenir, avec le travail hybride et le télétravail, de pouvoir amener les familles qui le souhaitent, apporter quelque chose, vivre mieux dans les territoires et leur apporter énormément de choses. Alors, tous les emplois ne sont pas susceptibles d'être travaillés à distance. Mais il y a aussi ce que changent les flux. Vous auriez 5% de gens qui se déplacent des grandes agglomérations vers les territoires. C'est un effet massif dans les territoires. Mais c'est aussi une baisse de la pression sur le prix de l'immobilier, c'est moins de personnes dans les transports, moins de difficultés. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas télétravailler et veulent rester dans les agglomérations bénéficieront aussi. Donc quelque part, c'est aussi un intérêt global. Alors à partir de là, c'est pas si simple. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'inégalités devant les services publics. C'est pas le même service public quand vous vivez à Paris ou quand vous vivez dans une commune rurale du Cantal. Il faut pas que tout ça s'aggrave. Et donc, dans la nécessité d'y travailler, c'est les problèmes, c'est les questions de péréquation. Comment on arrive à flécher suffisamment de financement pour qu'il n'y aura jamais égalité, d'ailleurs ça n'a pas de sens, entre les territoires.
mais qu'on ne perde pas l'unité face aux services publics et la qualité des services publics partout. Et ça, c'est un chantier en soi qui est absolument essentiel. Et si quelque chose doit rester au niveau gouvernemental et parlementaire, c'est de veiller, de suivre et de veiller à une répartition des moyens qui permettent de ne pas creuser des fossés dans le rapport aux services publics où qu'on aille. Donc là encore, c'est un manifeste qui porte une vision, comment on peut vivre mieux et comment ne pas perdre ce qui fait partie des joyaux nationaux, c'est-à-dire voilà, cette richesse héritée de l'histoire et qui fait que, voilà, vous prenez la route en France, vous émerveillez. Passer par différents mondes. Oui, mais par exemple, quand Braudel, dans l'Identité de la France, dit « Quand je prends le TGV, je suis émerveillé par la succession des paysages qui ont été forgés par la main de l'homme », il a 100 fois raison. Et ça nous appartient encore. Bien, il y a quelques semaines de ça, on a reçu Olivier Cosse ici, qui nous a parlé notamment de l'Europe, la tech et la guerre, son livre. Vous d'ailleurs, vous le citez dans votre livre. Vous encensez, comme lui, le rapport Draghi est appelé à intégrer à l'égal de la libre concurrence la politique industrielle et d'innovation dans les traités européens. Éric Hazan, quel rôle l'Europe peut-elle jouer pour soutenir cette révolution par les territoires en France et peut-être ailleurs d'ailleurs, et comment cet impératif industriel européen se lie-t-il à votre vision locale ? Alors, le premier point, c'est ce qu'on a appelé, je le disais tout à l'heure, la tiers-mondisation technologique de l'Europe, mais au-delà de ça, le décrochage économique et technologique de l'Europe et de la France. Et donc, on se disait que ça fait plus de 12 ans qu'on sous-investit en R&D en technologie, et le rapport Draghi vient sanctionner ça, c'est-à-dire qu'il vient dire, écoutez, ce que disait Frédéric tout à l'heure d'ailleurs, sur la technologie, en particulier sur l'intelligence artificielle, qui va être la nouvelle révolution numérique, on est à l'aube d'une fracture numérique avec les États-Unis et l'Asie, et d'une fracture numérique à l'intérieur des territoires européens, et sans doute peut-être en France. Et puis de l'autre côté, donc on sous-investit tout cela, et de l'autre côté, on n'a pas pris la mesure de ce que ça avait comme impact sur la compétitivité des entreprises européennes et de l'économie européenne. Et puis ensuite, il dit il faut évidemment faire aussi la transition écologique et un certain nombre d'autres choses. Donc là, on est au cœur avec ce constat de tout un tas de choses qui sont en train de bouger dans le bon sens d'une certaine manière. On a décidé de surinvestir l'IA depuis les High Summit. On a décidé de créer la communauté européenne de défense, comme Pierre Mendès France avait tenté de le faire dans les années 50 sans succès. De créer un complexe militaro-industriel européen qui donnera peut-être naissance à une DARPA européenne qui peut-être elle-même... Vous appelez de vos voeux d'ailleurs. Oui, qui peut-être elle-même donnera naissance à une industrie technologique à l'intersection de la défense et du reste de l'industrie. Et puis on s'est aperçu que quelque chose qui était évident dans les années 60, 70 et même début des années 80, et qui était la marque de finalement une forme de pertinence de la politique économique de pas mal de pays, mais aussi de la France, c'est-à-dire que la politique industrielle, c'était important, au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Et donc, voilà, anticiper, Frédéric parlait tout à l'heure de vision, il disait, bon là, au niveau de l'État, au niveau du sommet de l'État, il y a le régalien et la vision et la stratégie. Et en fait, comme on a basculé dans l'économisme, on a cru qu'il suffisait de suivre le marché pour décider du futur de l'économie européenne et française. Et en fait, ça ne marche pas. Et c'est ce que dit Draghi très bien. Et il dit, si on ne se réveille pas maintenant, en fait, on va encore plus être décalé. Et quand on est décalé, c'est plus seulement un problème économique. D'ailleurs, un peu ce que dit notre ami Olivier Coste, c'est aussi un problème politique à moyen terme. Draghi aussi appelle, si on n'y arrive pas, à réduire les ambitions de l'Europe. C'est-à-dire qu'il dit aussi, d'accord, concentrons-nous sur une politique industrielle et sur l'innovation, quitte à ce que, vous parliez tout à l'heure de cette politique des normes européennes, quitte à ce que la mission de l'Union européenne change et qu'on réduise ses ambitions. Vous allez aussi dans ce sens-là ?
En fait, le premier point, c'est il n'y a pas de leadership économique sans leadership technologique aujourd'hui. Et honnêtement, si on regarde froidement les choses, on est loin du leadership technologique en Europe. On a plein de gens de qualité, on a plein d'industriels de bon niveau, mais on n'incarne pas un leadership technologique, je dirais même régional. Donc on est dans une fragmentation totale de la puissance économique et technologique. Bon. Une fois qu'on s'est dit ça, ce que disait Frédéric tout à l'heure et ce qu'on appelle de nouveau dans le livre, c'est que l'Europe, son problème principal, ça doit être le leadership de l'économie européenne, de la technologie européenne, de l'industrie européenne et partiellement le leadership politique. C'est-à-dire qu'en gros, il ne s'agit pas de passer son temps à organiser le fonctionnement du marché et de la vie de l'Europe, il s'agit de donner de la puissance au continent européen pour lutter à armes égales dans cette course technologique et économique avec les autres plateformes régionales. Il y a deux niveaux. Il y a ce niveau évident du rapport Draghi qui dit cette fois-ci, il ne faut pas rater ce virage, sinon, ce que vous disiez, on ne pourra pas maintenir notre modèle. On ne peut pas avoir des années sans croissance et rater le virage et vouloir conserver notre modèle social. C'est impossible. Donc ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, il faut investir massivement au niveau de l'Europe. Et il propose des choses très intéressantes. Après, les conditions de mise en œuvre sont complexes parce la bureaucratie européenne est une complication. Et ça, c'est la petite chose qui manque dans le rapport Draghi. C'est une autre façon de faire. Mais il faut mettre en perspective aussi ça, et c'est en ça qu'on revient au début du livre et au début de votre questionnement. On se dit il faut faire ça en regardant les États-Unis. Mais attention, il y a les États-Unis et il y a la Chine. Quand Trump lance Stargate, son immense programme d'intelligence artificielle, il réunit à la Maison-Blanche le patron d'Oracle et autres en disant OpenAI, etc. Voilà, on va massivement investir et qu'on assiste à un truc qui renvoie à l'étiquette de la cour de Louis XIV où il se tourne vers Trump en disant sans vous on n'aurait pas pu faire, et avec cette illusion que par le capital, par leur puissance, ils vont écraser le secteur. Au même moment, puisque maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, on peut lire les interviews en chinois, le patron de DeepSeek explique lui sa conception. On a un moment de vertige, c'est-à-dire que son interview est 1000 fois plus intelligente que ce à quoi on a assisté. Et je me suis fait passer, parce que grâce à YouTube, on voit les prises de parole. Ça n'a strictement rien à voir. Il explique très clairement que jusque-là, les Chinois qui pensaient qu'à faire de l'argent se sont mis volontairement à rebours des États-Unis, mais maintenant c'est terminé. Que le choix de la technologie, ils vont le faire, qu'ils en ont les moyens et qu'ils vont avoir la puissance en termes d'ingénieurs. Donc il explique ce mouvement. Et puis derrière, il y a quelque chose avec une ambition et une fraîcheur qui est complètement différente. C'est quand il dit il faut être extraordinairement, il finit son interview en disant il faut être extraordinairement ambitieux et extraordinairement sincère. Quand tu vois les deux images en même temps, tu te dis les Américains sont très forts, mais ils ne sont pas rendus du tout. Et donc face à ça, nous les Européens, divisés en pays, en n'investissant pas, en mettant des mois et des mois avant de se poser la question de savoir ce qu'on fait sur le rapport Draghi ou équivalent, on n'a pas qu'un seul défi. On en a un deuxième. Et derrière ça, c'est aussi cette illusion occidentale. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est profondément les plus forts et éternellement les plus forts. Et vous parlez de Jacques Chirac au début en parlant de mon parcours. Lui, il le savait très bien. Tout ça, c'est une illusion. Tout ça est infiniment plus complexe. Et donc, dans les crises qu'on a, il y a aussi une crise de lucidité à avoir. Désormais, dans la compétition du monde, c'est pas une affaire seulement du monde occidental. Donc il y a quelque chose là de très important. Et puis peut-être le dernier point, vous le disiez, c'est que tout ça, c'est de la puissance et de l'infrastructure, l'organisation des pouvoirs. Mais il y a aussi quels projets
Et là, ça renvoie au basculement de nos sociétés occidentales dans des modèles très inégalitaires, et des États-Unis qui, en moins d'une génération, sont devenus le pays le plus inégalitaire. Avant, par le travail, on pouvait arriver à tout aux États-Unis. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est des mécanismes de reproduction massifs, et c'est aussi le problème chez nous. Quand il faut 6 générations pour passer des classes les plus modestes à la classe moyenne, c'est inacceptable d'un point de vue de cohésion sociale. Et puis, c'est des pertes de valeur, de création de richesse, d'innovation, de contribution au dynamisme collectif qui sont considérables. On cite dans le livre cette idée de Losenstein, mais je vais passer la parole. C'est quelque chose qui est absolument essentiel. Donc, il faut qu'on soit lucide, il faut qu'on se donne les moyens en termes de puissance et d'organisation, mais il faut aussi qu'on ait un projet qui rassemble. Et on ne peut pas construire de projet qui rassemble si on accepte l'inégalité des chances. Je vais pas spoiler tout le livre, parce qu'il y a aussi, vous l'avez dit, toute une ambition sur la société, cette société de l'égalité des chances. Je vous ai posé pas mal de questions. Si je vous donne 1 minute 30 chacun pour peut-être développer un point, un élément que j'ai peut-être pas abordé avec vous, Éric Hazan, quel serait-il ? En fait, je vais être dans la continuité de ce que vient de dire Frédéric, qui est d'une des questions que vous avez posées, Ilan. Vous disiez tout à l'heure, mais finalement, ok, politique industrielle, reprise de leadership technologique européen, et pour les territoires, ça veut dire quoi ? Et en fait, vous savez, quand on parle de vision, de stratégie industrielle, technologique, etc., de la même façon, elle s'est appliquée dans le passé, elle doit se réappliquer au territoire et à la vision et la stratégie, on parlait même de projet local tout à l'heure, qu'on veut déployer sur les territoires. Et ça passe aujourd'hui dans notre société, on a appelé ça learning economy, knowledge economy, ça passe par 2 choses qui semblent presque simples. On y revient, la technologie et les talents. En fait, on est dans une économie où finalement le levier qui donne le plus de retour du point de vue économique, encore plus qu'avant, c'est plus les machines et les entrepôts, c'est les gens. Et donc on se tourne maintenant vers les territoires. C'est ce que citait en filigrane Frédéric. Et dans les territoires, on se le disait, les gens s'empêchent. C'est-à-dire quand je suis dans une ville de taille moyenne, une des 235 sous-préfectures françaises, le mètre carré vaut pas grand-chose. Donc ça veut dire que et la maison que j'ai achetée, elle vaut moins au bout de 10 ans qu'au moment où je l'ai achetée. Et j'ai finalement tout le monde a le même salaire au club de judo. Et je projette mes enfants vers quelque chose qui n'est pas forcément au-dessus de ce que moi j'ai connu. Donc mon avenir et l'avenir de mes enfants n'est pas dingue. Donc on parlait des invisibles de la République. On sait que 60% des jeunes s'empêchent. On le sait qu'ils vont plutôt être chefs de rayon dans la distribution qu'ingénieurs nucléaires. Et il y a un livre très intéressant qu'on cite dans le livre, qui est le livre de Xavier Jaravel, qui est président du Conseil d'analyse économique, qui s'appelle « Marie Curie habite le Morbihan ». Et il dit simplement exactement ça. Il dit dans les territoires, les gens qui ont un vrai talent, en l'occurrence on parle de scientifiques, en fait s'empêchent et ne vont pas jusqu'au bout de ce qui pourrait donner à la société. Donc en fait, on brûle des talents en France, et on les brûle dans les territoires. Et tous ces talents-là, dans ce que disait Frédéric il y a 1 seconde, c'est particulièrement clair, on en a besoin pour la guerre, on en a besoin pour la guerre, non pas la guerre physique, on a besoin pour la guerre qui nous amène à, ou pas, reprendre une forme de leadership global. Et si on ne les a pas, on ne peut pas les utiliser. Et si on ne les déploie pas et on ne les développe pas là où ils sont, on ne peut pas les utiliser. Avec ça, là-bas, un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a les indispensables moyens de la puissance. Mais il n'y a pas de puissance sans le réacteur de l'énergie individuelle, de la volonté. Et là, ça renvoie à 2 choses. C'est toute la problématique du rapport au travail. C'est quelque chose qu'il va falloir redécouvrir, mais à travers des mots qui paraissent maintenant presque des grossièretés, c'est-à-dire cette notion de travail acharné. Moi, c'est la principale valeur que m'a transmis mon père, et c'est probablement celle que je suis heureux d'avoir transmise à mes enfants, que Charles Aznavour résumait en une phrase, mais qui résume toute la vie. Rien ne résiste à 17 heures de travail par jour. Donc c'est cette volonté
qui permet, pour reprendre l'expression populaire, de renverser des montagnes. Et ça, on ne peut pas s'en priver. Et c'est en ça que la problématique de l'égalité des chances, qui ne veut pas dire l'égalitarisme, est absolument essentielle. Sous la Troisième République, il y avait quelques dizaines de milliers de personnes qui allaient au lycée, mais on était capable de repérer les talents, et puis on pouvait projeter, ça devenait les Édouard Herriot de l'époque, mais ça, il faut maintenant le faire à une très grande échelle. Et une des propositions du livre, c'est celle de mettre en place des contrats de réussite, c'est-à-dire pouvoir repérer, mais de manière massifiée, les jeunes qui ont le plus de talent, mais surtout parce que le talent, c'est le résultat du travail pour l'essentiel. Le génie, c'est autre chose, mais le talent, c'est du travail. Qui ont cette volonté de travailler pour qu'il n'y ait pas de plafond de verre et aller le plus loin possible. Et ça, la responsabilité de la société, c'est de leur permettre, à eux et à leur famille, de réussir sans obstacle, et ce que disait Eric, sans s'auto-censurer. Et ça peut se faire de manière symbolique, et c'est une des propositions qui fait plutôt mal réagir parfois quand on présente le livre, mais je persiste et je signe, on persiste et on signe sur ça. Aujourd'hui, les droits de succession sont inversement proportionnels à la réalité du patrimoine. Il faut les rééquilibrer sans mettre en danger l'outil de travail, mais on peut le faire, et ça doit servir à financer ces contrats de réussite. À partir de ce moment-là, on ne carbonise pas ce qui est la réalité du moteur d'un pays qui fonctionne et d'un pays qui avance, et on recrée les conditions de la cohésion. C'était le mot que vous avez employé en début d'entretien et qui est très important. Et ce qu'on voit à travers les territoires, c'est que il faut être réaliste. Donc c'est un livre à la fois qui se projette, qui est un manifeste et qui imagine, mais qui est, je crois, réaliste dans le sens de deux choses. Rien n'est possible sans croissance, et la croissance, c'est la tech et c'est la taille critique. Mais rien n'est possible si le moteur individuel est grippé, est découragé et finit par se traduire par du ressentiment. Donc là, il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse, c'est l'hyper macro et c'est la réalité du quotidien, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le livre, c'est-à-dire de réconcilier ces réalités. Parce que, pour reboucler, quand on aime la France, son génie, on ne peut pas se résigner à ça. Et notre conviction, c'est que même si il est peut-être minuit moins une, ou peut-être déjà minuit, si on est passé de l'autre côté dans la journée qui suit, il ne faut pas renoncer. C'est un manifeste d'espoir qui vise peut-être à nous rappeler qu'impossible n'est pas français. Nous arrivons au terme de cette discussion absolument passionnante et inspirante. Frédéric Salabarou, Eric Hazan, un immense merci à vous deux d'avoir partagé avec nous cette vision si lucide et si constructive de l'avenir de la France. Votre échange riche de vos parcours nous a offert une véritable boussole pour comprendre les défis actuels et surtout pour envisager des solutions concrètes. C'est un honneur de vous accueillir pour cet épisode exceptionnel qui marque donc la fin de la première saison de Temps d'avance. Nous espérons que cette heure passée en votre compagnie aura su, comme elle l'a fait pour moi, provoquer une réflexion profonde et un désir d'action. Pour prolonger cette conversation et approfondir toutes les idées que nous avons explorées aujourd'hui, je ne peux que vous recommander vivement de vous plonger dans le livre « Révolution par les territoires, une réponse française aux défis du monde ». C'est un ouvrage indispensable qui, croyez-moi, vous apportera non seulement un diagnostic affûté, mais surtout des clés pour bâtir un avenir plus juste, plus résilient. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la saison 2 de Temps d'avance. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.